Il est 2h47 du matin, un coup de feu brisa le silence de Ouagadougou. Les rues étaient de désertes et Ibrahim Traoré se trouvait dans sa chambre privée, prêt à faire face à ce qui semblait être une attaque imminente. Son chef de sécurité entra précipitamment, l'arme en main, le visage tendu. Monsieur le président, des assaillants ont pénétré par la porte nord, annonça-t-il. Traoré, sans un geste de panique, retira calmement sa veste militaire. Il savait que ce n'était pas une simple rébellion, mais une trahison interne, orchestrée de l'intérieur. Nous devons tenir coûte que coûte, déclara-t-il, son regard déterminé. Traoré savait que cette nuit marquerait un tournant décisif pour l'avenir du Burkina Faso. Non seulement sa vie était en jeu, mais celle de toute la nation. Si l'attaque réussissait, un gouvernement fantoche pourrait prendre le pouvoir, effaçant des années de lutte pour la souveraineté et l'indépendance. Les assaillants ne cherchèrent pas seulement à éliminer un homme, mais à détruire l'espoir de millions de Burkinabés. La chute d'un homme ne signifie pas la chute d'une nation, pensait-il. Il était déterminé à défendre non seulement son existence, mais la dignité de son peuple. Chaque minute comptait. Si les insurgés réussissaient à pénétrer le palais, tout était perdu. Pourtant, Ibrahim Traoré n'envisageait pas la fuite. Au contraire, il sentait que cette crise, bien que tragique, pourrait renforcer l'unité nationale. En prenant la tête de cette résistance, il offrait aux Burkinabés une chance de se redéfinir, non seulement comme spectateurs, mais comme acteurs de leur destin. Nous devons tenir, pour eux, pensait-il, les yeux rivés sur l'avenir incertain. Il est 3h15 du matin. La situation avait pris une tournure inattendue. Traoré, qui pensait être seul dans son combat, se rendit compte qu'il n'était pas isolé. Tandis que les insurgés resserraient leur emprise autour du centre de commandement, des groupes de civils commencèrent à se rassembler autour du palais présidentiel. Les premiers à arriver étaient des hommes et des femmes sans armes, des commerçants, des agriculteurs, des étudiants. Mais ce qui les unissait n'était pas la peur, ni même l'instinct de survie. C'était un désir collectif, protéger leur président, défendre leur nation. Un premier groupe de femmes, mené par une vieille institutrice, se plaça en première ligne, criant: ce pays n'est pas à vendre. Le commandant de la sécurité, incrédule, observa cette scène via les caméras de surveillance. Traoré, toujours calme, tourna la tête vers ses officiers. Ouvrez les portes. Le murmure d'incrédulité parcourut la salle. Ouvrir les portes face à l'ennemi semblait être un acte suicidaire. Pourtant, Traoré savait que cet acte de foi en son peuple pourrait inverser la situation. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était la force de cette résistance spontanée. Les civils ne se battaient les pas avec des armes conventionnelles, mais avec une volonté de faire, et cela changeait tout. Lorsque les portes du palais furent ouvertes, des milliers de civils déferlèrent dans les cours, armés de barres de fer, de bâtons, de tout ce qui était à leur disposition. Ils formaient un bouclier humain, une barrière vivante, un mur d'humanité entre le président et ses assaillants. Ce qui semblait être une faiblesse, un chaos total, se transformait en une force irrésistible. Les insurgés, surpris, ne savaient plus qui étaient les véritables ennemis. Les civils, poussés par une foi inébranlable, se tenaient côte à côte avec les soldats fidèles à Traoré. Ensemble, ils faisaient face à une menace bien plus grande, la survie de leur pays, alors que les civils continuaient de se battre avec une détermination inébranlable. Un moment crucial se produisit. Ibrahim Traoré, qui jusqu'alors était perçu comme un simple militaire charismatique, se transforma en un leader d'unité nationale. L'image d'un président prêt à ouvrir les portes du palais à la population sans se soucier de sa propre sécurité galvanisa les foules. Son geste n'était pas simplement un acte militaire, c'était une déclaration de principe. Le véritable pouvoir ne résidait pas dans les armes, mais dans l'unité du peuple. Traoré se rendait compte que cette mobilisation n'était pas seulement le résultat de la peur ou de la protection d'un individu, mais une réponse collective à une menace.
Les insurgés, qui pensaient le pouvoir se frayer un chemin sans résistance sérieuse, furent désormais confrontés à une véritable armée de citoyens. La présence des civils ne signifiait pas seulement une intervention désordonnée, c'était une action coordonnée, guidée par un objectif commun, sauver leur nation. Les premiers soldats loyaux arrivèrent à la périphérie de Ouagadougou à 4 heures. Leur arrivée, bien que tardive, renversa la dynamique. En quelques minutes, la situation se transforma. L'armée loyale se déploya avec une efficacité remarquable, capturant les officiers traîtres et sécurisant les points stratégiques de la fortaleza de la ville. La coordination entre civils et militaires était parfaite, chaque groupe jouant un rôle essentiel. La reconquête de Ouagadougou commença et l'attaque des insurgés se mua en une déroute totale. Les mercenaires, pris au piège, ne savaient plus comment réagir face à cette résistance déchaînée. Les civils avaient démontré que, malgré leur manque d'armement, ils étaient une force plus puissante que tout ce qu'un soldat pouvait apporter. Il est 5 heures du matin, la situation avait pris une tournure encore plus surprenante. Les insurgés, qui s'attendaient à une victoire rapide, se retrouvèrent face à une résistance qu'ils n'avaient pas anticipée. Alors que les civils continuaient à se battre dans les rues, les premières unités militaires fidèles à Traoré arrivèrent à la périphérie de Ouagadougou. Leur arrivée coïncida avec un tournant stratégique. En quelques minutes, les soldats loyaux aux ordres de Traoré se déployèrent en un mouvement coordonné. Les insurgés, choqués par l'ampleur de la résistance populaire, perdirent leur avantage initial. Ce qu'ils pensaient être une attaque éclair se transforma en un piège mortel. À l'intérieur du centre de commandement, Traoré observait la scène à travers les écrans de surveillance. Il savait que cette confrontation ne se jouerait pas seulement sur le terrain militaire. Ce qui se passait autour du palais présidentiel était bien plus que la défense d'un simple bâtiment. C'était la lutte pour l'âme de la nation. Il est 6h30. Les insurgés commencèrent à se désorganiser. Les militaires loyaux à Traoré, unis dans leur détermination, frappaient avec une précision redoutable. Mais la véritable clé du succès résidait dans l'intervention des civils. Ces derniers, motivés par un sens profond de justice et de solidarité, ne cessaient de repousser les assaillants. Les militaires, d'abord réticents à voir des civils se joindre au combat, réalisèrent rapidement que cette collaboration était leur meilleure chance de succès. Les civils apportaient une ressource précieuse, leur connaissance du terrain et leur capacité à se déplacer rapidement dans les rues de la ville. Ils bloquaient les routes principales, occupaient les intersections stratégiques et fournissaient un soutien logistique aux forces armées. Une fois que l'armée régulière réussit à prendre le contrôle de certaines positions, les insurgés commencèrent à se replier. Les soldats fidèles à Traoré, soutenus par la population, se déplacèrent rapidement pour sécuriser les autres points stratégiques. La capitale, Ouagadougou, qui semblait être à la merci des insurgés, commença à se stabiliser. Le peuple burkinabé avait prouvé que leur solidarité et leur détermination pouvaient contrer même les forces les mieux organisées. Mais la victoire n'était pas encore assurée. Tandis que les civils et les militaires nettoyaient les rues, la résistance des insurgés, bien que diminuée, n'était pas totalement brisée. Cependant, la dynamique de la confrontation avait changé. Ce qui avait commencé comme une attaque ciblée se transformait en une défense populaire inattendue. Les civils et les militaires s'étaient unis pour défendre ce qui leur appartenait, leur pays, leur avenir. Cette victoire n'était pas seulement celle de l'armée, mais celle de la volonté collective d'un peuple prêt à tout sacrifier pour préserver sa souveraineté. Il est 7h30, les premiers résultats quantifiables de la résistance populaire commencèrent à émerger. Selon les rapports de terrain, plus de 2000 appels avaient été passés vers la capitale en moins de 30 minutes, alertant les habitants, coordonnant les actions et réorganisant les lignes de défense.
Ce réseau improvisé de résistance, sans chef désigné, s'était formé à une vitesse surprenante. Les communications se faisaient par téléphone mobile, par radio locale et par messages cryptés envoyés via des canaux sécurisés. La rapidité avec laquelle ces informations circulaient permettait aux groupes de civils de se déplacer de manière stratégique et d'intervenir là où ils étaient le plus nécessaires. Ce phénomène de coordination improvisée montrait l'efficience de l'engagement populaire dans la défense de l'État. En parallèle, les forces militaires loyales à Traoré, bien qu'éloignées du centre de la capitale, avaient réussi à réagir dans un délai record. Environ 400 soldats supplémentaires avaient été déployés depuis les bases voisines, renforçant ainsi les positions clés autour de Ouagadougou. Ces renforts, arrivés après une marche rapide de plusieurs heures, représentaient une organisation logistique impressionnante. Par ailleurs, les unités militaires en périphérie avaient immédiatement commencé à intercepter les communications internes des insurgés, ce qui leur permit de découvrir les faiblesses stratégiques dans le plan des conspirateurs. Une fois que les renforts militaires avaient commencé à arriver, l'équilibre des forces se modifia rapidement. En moins de 90 minutes, les insurgés, qui avaient initialement prévu une victoire rapide, se retrouvaient dans une position défensive. Le nombre de résistants civils ayant envahi le centre de Ouagadougou dépassa largement ce que les assaillants avaient anticipé. Près de 5000 civils avaient été pris part aux affrontements, armés uniquement de barres de fer, de pierres et d'autres objets improvisés, mais leur impact était considérable. Les résultats étaient indéniables. Les insurgés, jusque-là sûrs de leur victoire, se retrouvaient déstabilisés, non seulement par l'ampleur de la résistance, mais aussi par leur incapacité à identifier clairement qui étaient leurs véritables ennemis. L'infiltration des civils dans les rangs militaires, au début perçue comme un acte désordonné, s'était révélée être un atout décisif. En quelques heures, plus de 30% des positions clés dans le centre de la ville avaient été sécurisées grâce à cette coopération inattendue entre les civils et les soldats. Les insurgés, en revanche, perdirent le contrôle des routes principales et furent contraints de battre en retraite dans les banlieues plus éloignées. La coordination des civils, l'efficacité des renforts militaires et la rapidité de la réponse ont fait pencher la balance. Cette résistance, non seulement a inversé la dynamique militaire, mais elle a également prouvé que, même sans une structure hiérarchique définie, un peuple uni pouvait perturber les plans les plus méticuleusement élaborés. À ce moment de la crise, deux perspectives opposées se confrontaient. D'un côté, certains analystes militaires affirmaient que l'attaque initiale des insurgés avait été mal conçue et sous-estimée. Ils pointaient du doigt l'absence de soutien aérien et de renforts suffisants pour garantir une victoire rapide. La stratégie de frapper vite et fort avait échoué en raison de la capacité des forces loyales à se redéployer rapidement et de l'impact déstabilisant de la mobilisation civile. Cette approche militaire classique reposait sur une lecture traditionnelle de la guerre, un conflit où la force armée doit prévaloir. Mais de l'autre côté, Traoré et ses partisans avaient éprouvé que la clé du succès ne résidait pas uniquement dans la puissance militaire, mais dans la résilience du peuple. Le président savait que cette nuit-là, l'histoire se jouait bien plus sur la solidarité et l'engagement citoyen que sur le nombre de soldats déployés. Pour lui, la victoire populaire, portée par des civils unis, affaiblissait l'argument des sceptiques qui considéraient cette résistance comme une simple réaction chaotique. Ils avaient dû sous-estimer la force d'un peuple capable de se mobiliser sans instruction claire, guidé uniquement par une volonté de protéger ce qui leur appartenait. La véritable question, selon Traoré, n'était pas de savoir si un plan militaire bien exécuté pouvait gagner, mais si un peuple unifié pouvait inverser la dynamique de l'histoire.
Le président était convaincu que ce soulèvement allait au-delà des simples événements de cette nuit. En réagissant avec rapidité et courage, la population avait envoyé un message clair. La survie de la nation n'était pas seulement dans les mains de l'armée, mais aussi dans celle de chaque citoyen. Les civils ne se contentaient plus d'être des témoins passifs des événements politiques. Ils étaient désormais des acteurs, des défenseurs actifs de la souveraineté nationale. Les critiques militaires, qui avaient souligné les erreurs tactiques des insurgés, commençaient à admettre qu'il y avait eu une évolution fondamentale dans la manière de mener cette guerre. Les insurgés n'avaient pas seulement échoué en raison de leurs erreurs stratégiques, mais aussi à cause de leur incapacité à anticiper la force inébranlable d'une population prête à tout sacrifier pour son avenir. Il est 8-1, la situation bascula définitivement. Ce qui semblait être une défense fragile, soutenue uniquement par la volonté d'un peuple, se transforma en un véritable tournant stratégique. Alors que les insurgés étaient mis sur le point de renforcer leur position autour de Ouagadou, la résistance s'intensifiait de manière inédite. Ibrahim Traoré, qui avait toujours cru en la puissance du peuple, avait vu cette nuit-là se matérialiser la vérité qu'il défendait depuis des mois. La véritable force réside dans l'unité nationale. Les militaires fidèles, bien que déployés trop tard, étaient désormais soutenus par des milliers de citoyens qui n'étaient pas prêts à céder. Ce qui était au départ une révolte désorganisée, une spontanéité sans véritable plan, devenait une force irrésistible. En quelques heures, les assaillants perdirent leur agilité et leur contrôle. Les civils n'étaient bien plus des spectateurs, mais des acteurs centraux de l'histoire. Ce moment où le peuple se leva contre l'agression marqua un tournant non seulement dans la défense de Ouagadou, mais dans la définition même de la souveraineté du Burkina Faso. Traoré savait que cette victoire populaire redéfinirait à jamais le rapport de force au sein de la nation. La victoire populaire à Ouagadou n'était que le début. Il est 9h30. Alors que la situation semblait se stabiliser à l'intérieur de la capitale, les véritables répercussions de l'événement commençaient à se faire sentir. Dans les heures qui suivirent, des centaines de groupes civils autrefois dispersés se formèrent en collectifs organisés. Les forums publics se multiplièrent, hein, et des milliers de Burkinabés commencèrent à discuter des futures réformes, de la transparence gouvernementale et des moyens de renforcer la démocratie. Cette mobilisation, qui semblait au départ être une réaction spontanée, devenait une nouvelle forme de gouvernance participative. Le retour des militaires loyaux à la capitale ne fit qu'amplifier ce changement. Ces derniers, ayant pris conscience de l'engagement populaire, soutinrent la formation d'un gouvernement transitoire plus inclusif. Les affaires extérieures, tout comme les autorités internes, se virent obligées de revoir leurs relations avec le Burkina Faso. Les entreprises internationales, qui jusque-là avaient pu exploiter le pays sans aucune transparence, se retrouvèrent accueillir sous pression. Le marché boursier réagit rapidement à cette nouvelle dynamique. Une chute de 9% de l'indice sous-régional fut suivie par un gel des investissements étrangers. Cependant, cette secousse économique ne fit que renforcer la volonté du peuple de ne pas céder. Les Burkinabés ne s'étaient ni pas seulement défendus contre une agression militaire, ils avaient ouvert un chapitre de leur histoire où ils réclamaient activement une place à la table des décisions économiques et politiques. Pour les acteurs politiques et les élites économiques, ce n'était plus une question de pouvoir militaire, c'était désormais une question de confiance et de légitimité. La guerre ne se gagnait plus uniquement avec des armes ou des stratégies militaires. Elle se gagnait dans les rues, dans les forums publics et dans la volonté collective de se battre pour un avenir commun. Cette nuit à Ouagadou marquait un tournant, non seulement pour la sécurité du pays, mais aussi pour l'évolution de sa gouvernance. Les citoyens, qui avaient initialement agi par instinct de survie,
étaient désormais des acteurs majeurs de la politique nationale. Ils avaient le prouvé que face à la tyrannie, l'unité et la solidarité pouvaient redéfinir le destin d'une nation. Ce changement de paradigme marqua le début d'une ère nouvelle pour le Burkina Faso, où la souveraineté nationale ne dépendait plus des seules élites, mais de l'implication active de chaque citoyen. Le Burkina Faso se trouvait à un carrefour critique. À mesure que l'instabilité initiale commençait à se dissiper, trois scénarios se dessinaient pour l'avenir du pays dans les 6 à 12 prochains mois. Le premier scénario, et sans doute le plus optimiste, envisageait une stabilisation progressive. Le gouvernement transitoire, soutenu par l'armée fidèle et les mouvements populaires, pourrait entamer des réformes profondes. Les premiers pas vers une gouvernance plus transparente avec la participation active de la société civile commenceraient à se concrétiser. Le soutien international, bien que prudent, pourrait se renforcer apportant des investissements à condition que des garanties de bonne gouvernance soient mises en place. Ce scénario verrait le Burkina Faso amorcer une transition vers une démocratie plus ouverte et une économie plus inclusive, tout en maintenant la stabilité intérieure. Cependant, cette voie n'était pas sans défi. Les élites administratives et militaires, qui avaient été écartées du paqueti et du pouvoir, pourraient chercher à saboter ces réformes pour préserver leurs privilèges. Cela menait au deuxième scénario, le blocage institutionnel. Si le gouvernement transitoire n'était pas en mesure de gagner la confiance des anciennes élites et des factions internes, des tensions pourraient émerger. Les réformes risquaient de s'enliser et une forme de fatigue démocratique pourrait s'installer. Les protestations populaires, bien qu'encourageantes, pourraient être perçues comme des menaces par les autorités bureaucratiques. La lenteur du processus réformiste pourrait susciter des frustrations et alimenter les divisions internes. Enfin, le troisième scénario envisageait la résurgence des réseaux souterrains. Les partisans du précédent régime, notamment les officiers militaires corrompus et certains acteurs extérieurs, pourraient chercher à exploiter les faiblesses de la transition. Des poches de résistance, alimentées par des informations biaisées ou des intérêts étrangers, pourraient tenter de déstabiliser le pays. Des campagnes de désinformation pourraient miner la confiance du peuple dans le gouvernement de transition et des actes de violence sporadiques risqueraient de fracturer à nouveau la société. Ce scénario présenterait un risque de retour à la violence ou à une forme de coup d'État masqué. En définitive, quelle que soit la voie choisie, le Burkina Faso serait confronté à un défi majeur. Comment transformer un élan populaire en un changement politique et institutionnel durable? Le succès de la transition dépendrait de la capacité du pays à maintenir l'unité nationale et à gérer les tensions internes tout en répondant aux attentes de sa population. L'histoire de cette nuit à Ouagadougou ne peut laisser indifférent. Ce n'est pas seulement une victoire militaire ou politique, c'est un message puissant sur le pouvoir du peuple et la résilience humaine. Au-delà des chiffres et des faits, ce qui s'est passé ce soir-là a marqué un tournant dans la manière dont les Burkinabés se perçoivent eux-mêmes. Ils ne sont plus simplement des spectateurs passifs de l'histoire, mais des acteurs puissants capables de redéfinir leur avenir. Cela va bien au-delà de la défense d'un président. C'est une question d'identité nationale, de dignité et de souveraineté. Dans les rues de Ouagadougou ce soir-là, chaque citoyen a compris qu'il avait une place dans l'histoire de son pays. Ce changement de perspective n'est pas anodin. Dans les mois qui suivront, il y aura des défis à relever, mais le simple fait d'avoir vu cette unité naître sous nos yeux change les règles du jeu. Ce peuple qui a su se lever face à la tyrannie pourrait bien inspirer d'autres nations de la région, où des réalités similaires existent. L'impact de ce soulèvement dépasse les frontières du Burkina Faso. Les jeunes à travers l'Afrique verront en Ibrahim Traoré et en ses concitoyens un exemple de ce que peut accomplir une nation unie,
déterminé à se battre pour sa liberté. Ils montreront au monde que la résistance populaire peut non seulement renverser des régimes, mais aussi semer les graines d'un avenir meilleur, plus équitable et plus transparent. Le Burkina Faso vient de prouver que la lutte pour la liberté et la justice ne dépend pas de la force des armes, mais de la force d'une communauté prête à se battre pour ce qui lui revient de droit. Pour que le Burkina Faso puisse tirer pleinement parti de la victoire remportée lors de la nuit de Ouagadougou, un plan d'action clair et détaillé doit être mis en œuvre. La première étape consiste à renforcer la transparence administrative, un impératif pour restaurer la confiance entre le gouvernement et la population. Publier les budgets nationaux en temps réel et organiser des forums publics mensuels seraient des mesures clés pour impliquer davantage les citoyens dans la gestion des affaires de l'État. Ensuite, il est essentiel de réformer l'armée afin de garantir que ses rangs soient composés de soldats loyaux et non corrompus. Cela inclut une rotation régulière des officiers pour éviter la concentration du pouvoir entre les mains de quelques individus. Un programme de formation civique pour les militaires serait également un atout important pour renforcer leurs liens avec la société civile et prévenir toute tentative de coup d'État à l'avenir. Un autre élément clé serait la création d'une commission de surveillance indépendante composée de représentants de la société civile, de journalistes et d'experts en droit. Cette commission aurait pour mission de surveiller l'application des réformes, de repérer la corruption et de veiller à ce que les responsables de la trahison soient jugés de manière transparente. Enfin, la participation populaire doit être encouragée à travers la création de comités locaux qui interagiront directement avec les institutions gouvernementales. Ces comités permettraient une meilleure communication entre les régions rurales et le gouvernement central, garantissant que les voix de toutes les communautés soient entendues. Un dialogue national, incluant des groupes d'opposition, devrait être entamé pour créer un consensus autour des réformes et assurer une représentativité complète de la société. Le changement ne sera pas immédiat, mais en suivant ce plan, le Burkina Faso pourrait se stabiliser et devenir un modèle de gouvernance participative pour la région. Le chemin parcouru depuis cette nuit à Ouagadougou est loin d'être terminé, mais l'espoir est désormais ancré dans le cœur des Burkinabés. En repensant à cette époque tumultueuse, Ibrahim Traoré ne peut s'empêcher de se souvenir des moments où les citoyens ont risqué leur vie pour défendre ce qu'ils considéraient comme leur bien le plus précieux, la liberté et l'intégrité de leur pays. Ces héros de la résistance, qui n'étaient pas militaires, mais des travailleurs, des enseignants, des étudiants, ont fait plus que défendre leur président. Ils ont affirmé leur droit à un futur meilleur, plus juste et plus transparent. Ces sacrifices ont jeté les bases d'une nation nouvelle. À l'endroit où ces événements ont eu lieu, un monument a été érigé en l'honneur des 7 civils tombés cette nuit-là. Leur nom est gravé dans le marbre, mais ce qu'ils ont laissé derrière eux est encore plus précieux, une nation unie et prête à affronter les défis de demain. Leur sacrifice, loin d'être oublié, est devenu un phare pour chaque citoyen, rappelant à tous que la véritable loyauté ne réside pas dans la soumission, mais dans la résistance à l'injustice. Traoré, désormais conscient de la lourde responsabilité qu'il porte, sait que la route à suivre sera semée d'embûches. Mais il est prêt car le Burkina Faso, aujourd'hui plus que jamais, appartient à son peuple. Alors que l'aube se lève sur Ouagadougou, le Burkina Faso entre dans une nouvelle ère. Mais ce changement ne peut être porté par les seules institutions. Il repose sur vous, le peuple. C'est à chaque citoyen de s'engager activement pour faire en sorte que ce moment historique ne soit pas une simple page d'histoire, mais le début d'un avenir plus juste et plus transparent.
La route sera longue et semée d'embûches, mais chaque petit geste, chaque engagement dans la communauté, chaque participation au forum public contribuera à renforcer cette dynamique de changement. Ne restez pas spectateurs de cette transformation, soyez les acteurs de cette nouvelle ère. L'histoire de Ouagadougou doit vivre à travers chaque décision prise, chaque action menée, chaque voix entendue. Rejoignez le mouvement, participez aux discussions, exigez la transparence et la justice. Le Burkina Faso appartient à son peuple. Ensemble, faisons en sorte que cette vérité reste vivante, que chaque jour soit un pas vers un avenir commun, un avenir où chacun d'entre nous joue un rôle clé dans la construction de la nation.